Ok. Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième semaine de cours sur les fondements des systèmes distribués. Donc aujourd'hui, on va parler de la thématique du temps et de la synchronisation des horloges. Ok. Donc, on va tout d'abord commencer par parler des horloges et comment est-ce que le temps est maintenu dans les ordinateurs plus au niveau matériel. Donc ça va être le sujet de notre première vidéo. On va aussi parler comment est-ce que le temps est utile comme mécanisme de coordination pour les systèmes distribués. Deuxièmement, on va parler donc de la synchronisation de ces horloges de temps. Donc, quels sont les protocoles distribués pour synchroniser des horloges à travers différentes machines et comment est-ce que c'est appliqué à grande échelle à travers le protocole NTP. Et finalement, on va parler donc d'une autre sorte de temps. Donc ça, c'est le temps physique. Et là, on a aussi le temps logique. Donc, quels sont les différents modèles pour capturer ce qu'on appelle la causalité entre différents événements. Donc, les horloges de Lamport, les horloges de Vector. Les avantages et les désavantages d'utiliser le temps logique versus le temps physique. Donc, sur le Moodle, je vous ai aussi publié un ensemble d'exercices numéro 1 sur le temps physique. Donc, ça, c'est déjà disponible. Et la semaine prochaine, je vais sortir je vais publier les solutions pour cet ensemble d'exercices. Et durant notre prochaine séance en ligne de Zoom, on va pouvoir aussi discuter de ces exercices et répondre aux questions sur ces exercices. Parfait. Donc, première chose, c'est motiver donc le temps. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de temps dans ce cours-ci sur les systèmes distribués? Donc, une des propriétés les plus importantes pour les systèmes distribués, c'est la scalabilité horizontale. Donc, on a parlé de ça la semaine dernière. La scalabilité horizontale étant le fait qu'on peut ajouter des nouvelles machines dans notre système et la performance de notre système distribué va être proportionnelle donc au nombre de ressources qu'on ajoute dans le système. D'accord? Donc, oui, c'est vrai que donc, pourquoi est-ce que... qu'est-ce qu'il faut considérer quand on parle de scalabilité horizontale? Oui, c'est vrai que chaque machine qu'on ajoute augmente donc les ressources qui est disponible dans notre système. On va avoir plus de processeurs, de mémoire, de disques, etc. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le but du système distribué, donc la fonction d'un système distribué, c'est de coopérer ensemble. C'est que les différentes machines doivent travailler ensemble pour pouvoir accomplir un but commun. Donc, l'exemple de Google, Bigtable, le but commun de toutes les machines qui sont dans le système, les masters, le Zookeeper, le GFS, les différents serveurs de tablettes, c'est de servir, enregistrer et lire toutes les données qui existent sur le système. Donc, ça prend un certain effort de coopération entre les machines. Il ne faut pas qu'elles fassent n'importe quoi. Il faut qu'elles travaillent ensemble pour accomplir ce but-là. Et donc, pour coopérer, forcément, ça prend un certain degré de communication entre les différentes machines. Il faut que ça... Et dans les systèmes distribués, communiquer, c'est parler à travers le réseau. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, donc, plus on ajoute de machines dans notre système distribué, plus ça devient complexe de gérer les différentes machines, de s'assurer qu'ils coopèrent ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle, il y a un coût de gestion, un overhead de coordination, plus on a de machines dans notre système. OK? Donc, à un certain point, si on ajoute trop de machines dans notre système, les efforts de coordination deviennent tellement complexes ou même impossibles qu'on ne reçoit plus il n'y a plus d'avantage à ajouter des machines, on n'a plus d'apport, il n'y a plus d'augmentation de rendement avec le nombre de machines qu'on a. Donc, une autre façon de voir ça, c'est de dire que si on est capable de paralléliser la façon que les machines fonctionnent, c'est-à-dire que si on est capable de minimiser le coût de coordination pour pouvoir donc utiliser ces machines-là et leur donner le plus
de liberté de travailler indépendamment sur les tâches qu'ils doivent faire, sans avoir à les communiquer ensemble, mieux ça va être pour notre système. D'accord? Si les machines doivent donc parler fréquemment, attendre, bloquer et communiquer entre eux pour pouvoir savoir quelle est la prochaine tâche à faire, ça augmente le coût de coordination et ça réduit la performance du système. Donc, ce qu'on désire, c'est que les machines travaillent le plus longtemps possible indépendamment, sans avoir à se parler entre eux. Mais évidemment, il faut que quand ils travaillent comme ça de façon indépendante, que les efforts de travail qu'ils font soient vraiment utiles pour le bien commun du système. Donc, il faut que ça soit coopératif. Donc, pourquoi est-ce que le temps devient un élément essentiel, important pour les systèmes distribués? Parce que ça accomplit ces deux buts-là. D'accord? Donc, le temps, c'est comme un point de référence que toutes les machines peuvent utiliser. Donc, chaque machine comprennent c'est quoi le temps actuel et sont capables de le maintenir le temps à l'interne d'une façon raisonnable. Donc, tout le monde peut toujours se fier au temps pour effectuer certaines tâches, comprendre à quel moment faire quelle tâche. Et en même temps, si le temps peut être maintenu de façon exacte par toutes les machines, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de se communiquer ensemble. Donc, on obtient un haut degré de parallélisme. Donc, évidemment, il y a des limitations à ça. Donc, on peut pas... c'est pas toutes les applications, toutes les tâches qui peuvent être faites juste simplement à partir du temps. Okay? Donc, il y a des tâches que le temps, c'est pas suffisant pour nous, pour coopérer. Donc, à ce moment-là, on n'a pas le choix de communiquer ensemble. Mais du point de vue d'un ingénieur de système, d'un architecte de système distribué, toujours penser à de quelle façon est-ce qu'on peut utiliser le temps pour pouvoir maximiser le rendement de notre système. Est-ce qu'il y a des tâches, il y a des éléments qu'on peut juste se fier au temps et c'est suffisant sans avoir à communiquer entre eux? Ça, c'est l'idéal vraiment pour un système distribué. Bon, maintenant, en ce qui concerne le temps lui-même, malheureusement, le temps lui-même n'est pas parfait. Les machines ne peuvent pas maintenir le temps de façon exacte. Oui, ils peuvent le maintenir quand même de façon raisonnablement adéquate, mais c'est pas parfait. Donc, ça veut dire que des fois, on n'a pas le choix. Les machines doivent se parler ensemble juste pour synchroniser leur horloge ensemble et s'assurer que tout est synchro avant de pouvoir utiliser le temps comme point de référence. Donc, l'objectif de notre leçon cette semaine, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut synchroniser le temps de façon efficace. Bon, avant de parler de ça, on va parler tout d'abord de comment est-ce que le temps est maintenu dans nos machines. Donc, chaque ordinateur a ce qu'on appelle un oscillateur à cristal. Donc, utilise un cristal de quartz qui a une fréquence relativement stable. Ici, donc 2 à la 15 cycles par seconde. Et en utilisant les vibrations de ce cristal de quartz, on peut maintenir un compteur qui décrémente à chaque vibration. Et quand elle atteint 0, ça représente un tic d'horloge, une interruption, okay, donc pour notre processeur, par exemple. Et donc, ça nous permet de compter la fréquence de temps pour notre machine. Et là, on peut recharger le compteur pour compter le prochain tic. D'accord? Donc, à partir de ce concept-là, on peut parler du premier type d'horloge utilisé par nos machines, qu'on appelle l'horloge temps réel ou le RTC, Real Time Clock. Ça, c'est l'horloge qui est utilisée par la machine quand elle est hors ligne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas allumée, pas alimentée. Donc, à ce moment-là, notre composante de quartz, le cristal, qui d'ailleurs est très peu coûteuse, mais aussi très imprécise. Donc, va perdre ou gagner 1 à 15 secondes par journée. C'est vraiment pas précis. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser notre machine là, fermée pour trop longtemps, sinon notre horloge temps réel va être désynchronisée. Donc, ça, c'est le temps qui est utilisé quand il est en ligne. Vous pouvez consulter ce temps-là même quand votre machine est ouverte en utilisant le signal d'interruption numéro 8. Et en Unix, il y a plusieurs commandes ici qui vous permettent d'interagir avec votre temps RTC. Donc, par exemple, faire une lecture du temps actuel
ou par exemple, créer une alarme qui va donc être maintenue même quand la machine est hors ligne. Donc à ce moment-là, la machine peut s'allumer avec la fonction Wake Alarm. OK. Donc le deuxième type d'horloge qu'on utilise, et c'est l'horloge qu'on va se concentrer principalement dans ce cours-ci, c'est l'horloge système. C'est l'horloge qui est maintenue par un logiciel qui est évidemment le système d'exploitation ici. Et ça, c'est donc maintenu quand l'ordinateur est allumé, est en ligne, est alimenté. Donc, comment ça fonctionne? Le système d'exploitation va fait la lecture du temps maintenu par notre cristal de quartz, le temps RTC, et va faire un calcul en temps réel pour dériver le temps de l'horloge système. Donc ce calcul se fait à partir de deux paramètres, A et B, qu'on va regarder un peu plus tard durant ce cours-ci. Et parce que évidemment ce temps RTC n'est pas précis, donc l'OS sait qu'il doit configurer des paramètres pour ajuster ce temps-là pour qu'il soit précis pour l'horloge système. Mais comment obtenir ces paramètres-là? C'est là qu'on a besoin de faire une synchronisation de l'horloge avec d'autres machines pour pouvoir déterminer nos paramètres A et B qui sont spécifiques à notre horloge RTC. Donc pour accéder l'horloge système, vous pouvez utiliser plusieurs fonctions comme la fonction time et get time of day en C, et en Java c'est current time millis. Ok, donc ici c'est un peu plus pour trivia, un peu plus pour votre connaissance générale. Donc il y a une limite au temps, et cette limite-là s'appelle le problème Y 2038. Donc c'est analogie au problème Y2K. Donc quelle est la cause de ce problème-là? Le temps présentement est enregistré dans un entier signé 32 bits qui compte le nombre de secondes à partir de ce qu'on appelle le temps d'époque, epoch time, qui est fixé à 1er janvier 1970. Donc, dans un entier signé à 32 bits, combien de secondes est-ce qu'on peut compter? Ben, ça tombe jusqu'à cette date-ci, 19 janvier 2038. À partir de ce moment-là, si on veut compter le temps au-delà du 19 janvier 2038, notre entier signé va donc déborder et va tomber dans la partie négative de l'entier. Et à ce moment-là, le temps va revenir en 1901. Okay? Donc ça, c'est un problème où il faut que nos machines s'adaptent, changent la capacité de notre entier, augmentent le nombre de bits pour pouvoir donc calculer des dates là, en delà de 2038, 19 janvier 2038. Donc ce problème-là s'est déjà manifesté dans le passé, donc c'est quelque chose qu'on doit déjà considérer aujourd'hui. Donc par exemple AOL, donc les programmeurs d'AOL voulaient faire des requêtes de base de données qui étaient de longue durée, il n'y avait pas de façon d'indiquer que c'était à perpétuité. La seule façon qu'on peut faire ça, c'est en indiquant une date d'expiration extrêmement longue. Donc ce qu'ils faisaient par défaut, c'est ajouter 32 ans à la date présente. Donc en 2006, le 12 mai 2006, donc les requêtes de base de données infinies qu'ils devaient créer à ce moment-là avaient déjà une date d'expiration au-delà de 2038, et donc ces requêtes-là ont débordé, et ce qui a causé la panne du logiciel, parce que là on avait des requêtes qui devaient être exécutées dans le passé, ou qui ont une validité dans le passé, et donc le logiciel ne comprenait plus comment ça fonctionnait. Ok, donc ça c'est un bref sommaire de ce que je viens d'expliquer. C'est plus pour votre référence, vous pouvez donc vous référer à cette page-ci. Mais donc les deux concepts, horloge temps réel qui est hors ligne par un cristal de quartz, donc matériel, et l'horloge système, donc qui combine le temps RTC avec un ajustement basé de paramètres qui est synchronisé par le réseau, et le temps époque qui est la façon standard de compter le temps, donc en comptant le nombre de secondes à partir de 1970. Ok, donc maintenant, comment est-ce que le temps machine correspond à la réalité? Donc, il faut apprendre le concept de temps universel coordonné, ou le UTC. Donc, un fait intéressant, c'est UTC. Donc, l'abréviation en français, c'est TUC. En anglais, c'est Universal Coordinated Time. Donc, c'est UCT. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise UTC? C'est un compromis entre l'anglais et le français. Donc, ça correspond à aucune des deux langues. C'est tout simplement un compromis entre les deux. Donc, ça, c'est un trivia, un fait intéressant. Donc,
Le temps universel coordonné, donc deux caractéristiques universelles, donc c'est un standard, c'est la norme, c'est ça qu'on doit utiliser quand on veut utiliser le temps à l'échelle mondiale. Donc évidemment, il y a le concept là, des fuseaux horaires qu'il faut considérer. UTC 0, c'est Greenwich, et à Montréal, on était à UTC-5 quand temps standard. Et coordonné, donc ce temps-là qui est le standard pour tous, donc le temps réel là, est maintenu par 400 institutions à travers le monde. Et donc ces 400 institutions-là donc, vont fournir leur temps et une agrégation, une combinaison de ces 400 temps-là est traitée en temps réel pour donc calculer le temps UTC actuel. Donc comment est-ce que ces 400 institutions vont faire une lecture du temps? Ils vont utiliser ce qu'on appelle une horloge atomique. Donc ça, c'est une horloge matérielle qui va lire le temps. Donc ce qui est vraiment le haut de gamme, le standard, c'est utiliser ce qu'on appelle les fontaines d'atomes cesium 133. Donc cet élément atomique a une vibration très stable, très fixe, avec une précision de plus ou moins 1 seconde par 30 millions d'années. D'accord? Donc c'est ça qu'on utilise pour avoir un rythme précis pour compter le temps, un pouls pour compter le temps. Donc c'est vraiment là, ce qui est le plus haut de gamme. Ok, donc bon, pour les systèmes distribués, oui, on va parler un peu comment ce genre d'horloge atomique pourrait être impliqué dans une synchronisation d'horloge à travers le protocole NTP, par exemple. Bon, ce qui est un peu plus abordable pour nous, c'est ce qu'on appelle les horloges atomiques miniatures. Donc ici, on a un exemple, un coût de 1 500 $ avec une précision de 0,5 microsecondes par jour. Donc, quelque chose comme ça offre donc une valeur assez intéressante pour que des compagnies comme Google va donc pouvoir acquérir ce genre de matériel-là pour leurs fins internes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc, c'est quoi l'impact de quelque chose comme ça dans les systèmes distribués? C'est, par exemple, une compagnie comme Google réalise que, comme que j'ai expliqué tout à l'heure, que le temps, c'est vraiment un mécanisme là, de coordination là, parfait pour les systèmes distribués parce que ça offre un haut degré de parallélisme et ça permet de donner un point de référence pour pouvoir coopérer entre les différentes machines. Donc Google a créé un système qui est successeur à Bigtable qui s'appelle Spanner. Et dans Spanner, ils voulaient vraiment, pour augmenter le rendement de leur système, ils voulaient essayer de se fier sur le temps le plus possible, le temps physique, le plus possible pour pouvoir réaliser leur système distribué. Et à ce moment-là, ils ont pensé que pour pouvoir un temps extrêmement précis qu'on peut compter, on va devoir utiliser des horloges atomiques. Donc, ils peuvent utiliser une technologie comme ça qui est quand même assez abordable et offre une bonne précision pour supporter Spanner.